Bonjour, chères étudiantes et chers étudiants. Nous commençons notre deuxième séance pédagogique. Je fais juste un petit rappel pour la première séance. Nous avons traité dans la première séance la définition de la science économique. Nous avons insisté, vous vous rappelez, sur la notion de besoin, la notion de ressources, la notion du comportement. En fait, la science économique a été définie par plusieurs économistes et par plusieurs penseurs économiques par le fait que c'est une science qui cherche à étudier le comportement des agents économiques, savoir le consommateur, le producteur, de telle manière à satisfaire le maximum de besoins, le maximum de profit en utilisant des ressources et des moyens qui sont limités. Bien sûr, au cours de cette séance, nous aurons à traiter un autre axe très important dans le cadre de l'économie, c'est les méthodes de la science économique. Lorsqu'on a parlé du comportement de l'agent consommateur ou l'agent producteur, alors on travaille dans un cadre d'analyse propre à une école de pensée bien précise. Donc ici, notre objet de cette séance, c'est de mettre en valeur et de présenter les différentes méthodes qu'utilise la science économique pour analyser ce comportement, bien ces opérations de production, de distribution et de consommation qui sont destinées à satisfaire nos besoins qui sont déjà identifiés comme illimités par rapport aux ressources qui sont limitées. Donc, qui dit méthode de la science économique, ça renvoie vers le constat que le raisonnement économique est construit à partir d'hypothèses qui s'efforcent d'expliquer la réalité certes complexe et d'indiquer ce que devraient être les choses. La science économique dispose de deux outils d'analyse. Le premier, c'est la microéconomie. En fait, l'école néoclassique, on va parler de ça dans le cadre du courant de pensée économique, l'école néoclassique ou bien l'école marginaliste, c'est une école qui insiste sur un comportement relatif à un agent économique pris individuellement. Donc il prend en considération une unité comme le ménage, comme l'entreprise, et il s'intéresse à leurs données individuelles plutôt qu'à des données agrégées globales d'ordre macroéconomique. Une deuxième méthode d'analyse de l'économie, c'est la macroéconomie, et ici c'est l'occasion de traiter le keynésianisme avec Jean Maynard Keynes et cette méthode d'analyse qui s'intéresse à un ensemble d'agents économiques, non plus, il ne s'intéresse plus sur des données individuelles relatives à des ménages ou à des entreprises qui sont regroupées suivant un critère, soit le critère de la région, soit le critère de la nature de l'activité, on va parler à ce niveau des branches d'activité, des secteurs institutionnels et des opérations qui interviennent entre ces différents agents économiques. Donc, il porte une vision générale de la vie économique en considérant la dimension d'ensemble. Donc, le fonctionnement de l'économie plutôt que le fonctionnement des différentes parties qui constituent cet ensemble. Donc, la différence entre la micro et la macro, certes, c'est entre le I et le A. Ici, on traite l'individu, donc on est dans le cadre de l'individu, on traite des données relatives à des ménages, à des entreprises, et ici le A renvoie vers l'agrégation. Donc ce sont des données agrégées, ce sont des données d'ensemble. Les systèmes économiques. Un autre point très intéressant, c'est les systèmes économiques. En fait,
les systèmes économiques, et c'est l'occasion de parler de plusieurs systèmes et les deux principaux systèmes économiques, à savoir le système capitaliste et socialiste. Mais avant d'entamer un peu des exemples, le système économique fait le renvoi vers la répartition de la richesse. Comment les richesses sont créées, comment elles sont réparties, comment elles sont obtenues. Et bien sûr, là, les réponses ne sont pas les mêmes suivant le système économique abordé. Donc les principales, ou bien les principes sur lesquels se fondent les réponses à ces grands problèmes qui sont en l'occurrence la production, la répartition et la consommation, vont constituer, nos manières de réponse vont présenter le système économique. Un système économique est un schéma d'organisation sociétale de la production, de la distribution, de la consommation des biens et des services. Donc, la manière dont ils sont produits les biens ou bien les services et ils sont distribués et ils sont consommés dépend de votre système économique. Donc, le système économique mis en place dans un pays a une grande influence sur le niveau, bien sûr, de vie de ses habitants, sur le niveau des inégalités, la politique de la redistribution, plus ou moins poussée, plus ou moins faible, et sur les relations avec les autres pays, ouverture économique, ou bien cloisonnement, et sur la puissance économique. Les systèmes économiques varient en fonction des régions et des époques. Bien sûr, en fonction des régions, on peut distinguer déjà les pays européens, les pays africains, les pays américains, la zone d'Amérique et les pays de l'Amérique latine, ils n'ont pas le même système économique. Et bien sûr, suivant les époques, dans les années 70, dans les années 50 et dans les années après 2000, ce n'est pas la même reconfiguration du monde. Donc, en termes du système économique, ça a changé. Des pays étaient capitalistes, ont devenu plus ou moins libéralistes, moins ou moins libéralistes. D'autres pays étaient socialistes, ont migré vers le système libéral. Et donc, ce qui ramène à ce que ce système économique et les change en fonction de la période et en fonction de l'espace. Les pays occidentaux suivent aujourd'hui une organisation fondée sur le capitalisme. Le système économique des pays de l'ex-bloc de l'Est, donc dans le temps, était fondé sur les principes de l'économie communiste. Donc, déjà, je note deux concepts très importants, le capitalisme et le communisme. Le système économique a un effet sur le développement économique. Ça a été cité. En fait, tout système économique mis en place dans un pays, ça va engendrer des influences sur son niveau de vie, sur sa politique de la répartition de la richesse, sur ses relations avec les autres pays, sur sa croissance, sur son niveau de développement. Donc, il va conditionner ce système économique, l'affectation de ressources et la répartition de ces ressources. Le système économique également induit une interaction indirecte entre le système environnemental, les ressources et le système démographique, les besoins. Le système capitaliste. Donc, on prend en premier exemple le système capitaliste. Donc, le système capitaliste, c'est un système qui donne à la propriété privée des moyens de production. Donc, il se base sur la propriété privée des moyens de production. Il prône la liberté de l'action, la liberté d'entreprendre, la liberté de vendre, la liberté d'acheter, et pour lequel, dans le cadre de ce système économique, le rôle de l'État est réduit au minimum. C'est vraiment le minimum étatique. C'est les fonctions les plus nécessaires, comme la sécurité, comme la justice. D'accord? Donc la sécurité et la justice, et l'État, il n'a pas la possibilité d'intervenir dans l'action économique. Donc il est là pour juste favoriser la liberté de vendre, d'entreprendre et d'acheter. Donc il n'est pas là pour intervenir dans la scène économique, mais il est là pour présenter des conditions, des bonnes conditions, des conditions favorables à la libre action des individus et des entreprises.
Bien sûr, l'objectif du système capitaliste c'est qu'il cherche l'intérêt individuel et la notion de profit. Donc, la notion de profit est une notion caractéristique du système capitaliste. Bien sûr, ce système capitaliste trouve ses mécanismes dans sa capacité à régler, à s'auto-régler par le procédé du marché. En fait, la loi de l'offre et de la demande, et on va parler sur ça, notre séance pédagogique relative à la notion de marché. La loi de l'offre et de la demande est à elle seule capable d'assurer l'équilibre et d'assurer à ce système la régulation. Donc, le libéralisme, qui dit capitalisme, fait le renvoi vers la propriété privée. Donc, c'est un système qui repose sur la propriété privée, qui repose sur la notion de profit et qui repose sur la notion de marché. Donc, la régulation de l'activité économique passe par une structure qui est le marché, par le libre jeu de l'offre et de la demande. Les caractéristiques du capitalisme, on a déjà cité ça, c'est la liberté d'entreprendre avec les risques associés. Donc, si vous êtes tenté de créer un projet, donc ça revient à vous de produire n'importe quel domaine, bien sûr qu'il soit en relation et en symbiose et qui respecte l'éthique de votre société. Donc vous ne pouvez pas, par exemple, intervenir dans n'importe quelle activité, que l'activité soit licite et soit acceptée de par la réglementation en vigueur. Donc une fois vous voyez dans un projet de création de richesse, donc vous êtes libre d'entreprendre et éventuellement, lorsque vous êtes libre d'entreprendre, vous allez prendre à votre charge les risques associés à votre projet d'entreprise. L'appropriation, il est privé des moyens de production. Par exemple, vous pouvez prendre, par exemple, les ressources naturelles, tout ce qui est moyens de production, moyens d'exploitation, tout ce qui est matières premières. Donc, il y a l'appropriation privée sur les moyens de production. Bien sûr, ces moyens de production sont le capital et le travail. Le capital comme les machines. Donc, vous avez une entreprise, vous créez une entreprise, un restaurant, une usine, donc vous allez vous disposer d'un certain nombre de bâtiments, d'un certain nombre d'équipements et de machines dont vous avez la propriété privée. Donc vous allez réjouir de la production qui sera faite au cours de votre projet entrepreneurial. Et une certaine liberté des échanges économiques, vous êtes libre de le vendre à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc le libéralisme, il prône la liberté d'action, la liberté d'entreprendre, et bien sûr la liberté de distribuer et de vendre votre produit sur le marché local, sur le marché régional, bien sûr le marché international. Rien ne vous empêche à circuler librement, à intervenir librement, à produire librement, à distribuer librement et à consommer librement. Donc c'est là, en fait, et l'action, elle est guidée par le profit. Donc si je décide d'acheter ou bien de produire et de vendre, c'est parce que je suis motivé par l'élément profit, notamment pour rémunérer mes actionnaires dans le cadre des sociétés, des entreprises sociétaires, ou bien pour compenser ma prise de risque dans le cadre de mon projet d'entreprise. Donc la possibilité, bien sûr, d'accumuler le capital et de spéculer sur ce capital. En fait, l'accumulation de richesses, c'est la possibilité d'évoluer dans le cadre de mon projet d'entreprise. J'ai la possibilité de produire, j'ai la possibilité de vendre, j'ai la possibilité d'accumuler mon capital et j'ai la possibilité de s'agrandir et de s'agrandir parmi les exemples, on peut citer plusieurs firmes multinationales, grandes entreprises qui ont commencé petites, mais qui ont évolué à travers le marché, en produisant plus et en vendant à d'autres régions et à d'autres marchés.
Et bien sûr, dans le cadre du système capitaliste, la notion du salariat elle est très présente. Les salariés, c'est la force de travail, c'est le facteur travail. Ce sont les salariés qui travaillent dans le cadre des entreprises et qui sont gérés par un marché, le marché du travail. Pour ce qui est du système socialiste. Donc déjà, par rapport au système capitaliste, je vais commencer à définir par comparaison. Donc la propriété n'est plus individuelle, n'est plus relative à une personne, mais c'est une propriété qui est collective des moyens de production. Donc l'entreprise n'a pas une propriété individuelle. En fait, il n'y a pas la notion d'entreprise et la notion de prise de risque. Il y a la notion de propriété collective des moyens de production. Et ici, on ne va pas parler de classes, les classes des entrepreneurs et les classes des salariés, mais il y a l'absence, il y a l'absence de la classe. Pourquoi? Parce que le système économique est géré par un parti unique, le communisme, et qui va contrôler tous les rouages de l'État. Donc c'est une société automatiquement sans classe. L'absence de classe, l'absence d'inégalité entre les classes et tout le monde est censé être servi par l'État. La régulation ne va plus passer par le marché parce qu'il n'y a plus la liberté d'action, la liberté d'entreprendre, la liberté de produire, la propriété privée et de vendre. Donc tout est géré par un seul parti qui est le Parti communiste et tout est contrôlé par l'État. Donc ce qui fait la régulation de l'activité économique, il se fait par un plan qui est impératif et le contrôle est impératif qui contrôle et qui commerce et qui contrôle et qui fait l'activité avec l'extérieur. Donc l'ensemble des relations économiques ou bien des actions économiques seront établies par un parti qui va gérer le tout et dans ce système, l'objectif c'est la disparition de la classe. Parce que, figurez-vous que le système socialiste c'était une réponse, c'était une critique du système capitaliste. Donc, parmi les critiques sévères qu'a reçu le système capitaliste, c'est que ce système, parce qu'il permet l'accumulation, il va créer des classes. Et en créant les classes, il y a cette inégalité qui naît des classes sociales qui apparaît. Donc, cette inégalité, le fait que, certes, une classe dispose de tous les moyens de production, une autre, qui sont les salariés, ne dispose que de leur force de travail, et pour éviter cette limite et cette critique, on a passé à la propriété collective des moyens de production, de telle manière à ce que notre société, il ne dégage plus de classe, mais est une société formée d'une seule classe. L'histoire du système socialiste et les bouleversements récents ont montré les limites de ce type d'organisation et les dysfonctionnements inévitables liés à une régulation économique centralisée entre les mains d'un État. En fait, cette expérience du système socialiste a été très en vogue au cours des années 1960, 1970 et 50 et 60 et 70, mais plusieurs dysfonctionnements ont été notés, surtout en termes de gestion des moyens de production. C'est le problème de l'efficacité et de l'efficience. En fait, lorsque les moyens de production sont gérés, non pas dans une logique de profit, ils seront soumis à une question, à la problématique de dysfonctionnement et de détournement et de manque d'efficacité. Maintenant, passons les grands courants de la pensée économique. Donc, on peut déjà, tous les économistes, on peut déjà partir du constat suivant que tel économistes n'ont pas la même conception de l'économie, ni de ce mécanisme. La preuve, on a parlé d'un système capitaliste et un système socialiste. Donc, Karl Marx, c'est pas Jean Maynard Keynes, c'est pas Jean-Baptiste Say, c'est pas non plus Adam Smith, c'est pas David Ricardo. Donc, si je prends ces différents auteurs économiques qui relèvent de la science économique, certes, mais ils ne parlent pas le même langage et ils ne parlent pas du même cadre d'analyse. En fait, nous avons plusieurs écoles de pensée économique et chaque école de pensée économique a ses paradigmes qui la distinguent par rapport aux autres écoles. Les courants de la pensée fondateurs, nous avons l'école classique,
la pensée marxiste, l'école néoclassique et on va parler de l'école de l'école ou bien des écoles modernes. Une fois on a traité ces trois écoles classiques, marxistes et néoclassiques. Pour l'école classique, déjà parmi les fondateurs de cette école classique, nous avons Adam Smith, David Ricardo et Jean-Baptiste Say. L'intérêt individuel est le moteur. Dans le cadre de l'école classique, ou bien qui parle du capitalisme, libéralisme, c'est l'école classique. L'intérêt individuel est le moteur de toute action humaine. Donc, en fait, je vais intervenir, je vais procéder à une action de production, de distribution, parce que je suis géré, je suis guidé par mon intérêt individuel. Les principes de cette école, c'est que les individus et les entrepreneurs ont des comportements rationnels. Ils veulent toujours chercher à assurer le maximum de satisfaction pour le consommateur, le maximum de profit pour les producteurs, en matière bien sûr de consommation et de production. Donc, une fois que je suis un consommateur, je vais chercher à satisfaire le maximum d'utilité. Une fois que je suis producteur, je vais chercher à assurer le maximum de profit. Et la main invisible, qui dit main invisible, c'est la capacité du marché à se réguler. En fait, le marché, il est là. La loi de l'offre et de la demande, elle est là pour assurer le retour de l'équilibre et pour assurer la pérennité et le développement du système capitaliste. Donc, d'où la non-nécessité de l'État comme une action qui va autoréguler ou bien qui va réguler le dysfonctionnement de l'activité économique. Si on laisse les choses au marché, donc à travers ces mécanismes, à travers la loi de l'offre et de la demande, il est possible de revenir à l'équilibre et de s'autoréguler à partir de cette main invisible incitée par Adam Smith. Et bien sûr, parce qu'on parle de la propriété privée, parce qu'on parle de la liberté d'action, on va prôner, les classiques étaient le preneur du principe de l'adage, laisser faire et laisser passer. Laisser faire les gens, laisser passer les marchandises. Le marché, on revient à la notion de main invisible, le marché régulateur de l'économie. Et bien sûr, devant ce constat, la monnaie n'a pas de rôle, parce que s'il est cherché, c'est juste un voile qui est demandé pour monétiser l'économie réelle. Donc l'essentiel, c'est l'économie réelle, c'est l'action du consommateur, c'est l'action du producteur. Mais la monnaie, elle est là juste pour donner cet aspect, cette valeur à la richesse réelle. La pensée marxiste. Pour les marxistes et pour Karl Marx et ses disciples, le marxisme est une analyse du système capitaliste. Donc, il a fait un peu l'analyse du système capitaliste et les critiques adressées à ce système capitaliste et les contradictions que va donner naissance ce fonctionnement du système capitaliste. Le capitalisme, en fait, il engendre deux classes sociales. Et qui dit deux classes sociales, il y a la classe bourgeoise qui détient le capital, et il y a la classe prolétarienne qui ne dispose que de son travail, que de sa force de travail. Donc, il serait plus juste, car si c'est plutôt le capitalisme qui dispose du travail de l'ouvrier, s'inspirant de l'idée d'exploitation des travailleurs, lancée et il est explicité par la conception ricardienne, qui ramène la valeur économique à la valeur travail. En fait, David Ricardo, dans sa théorie de la valeur économique, il a donné comme base de cette valeur la valeur travail. Et pour Karl Marx, parmi les critiques qu'il a adressées le système capitaliste, c'est la plus-value. En fait, la classe bourgeoise, ou bien la classe qui détient le capital et qui fait employer les salariés, il leur donne moins que leur valeur en fonction du travail. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec un effort et il est sous-rémunéré par rapport à l'effort consenti. Donc, ce qui ramène cette notion de plus-value va créer une procédure de l'accumulation chez les entreprises, chez les classes bourgeoises, de telle manière à ce qu'il se creuse l'écart entre les deux classes, la classe bourgeoise et la classe prolétarienne. L'école néoclassique.
L'école néoclassique, c'est une réaction un peu à l'école marxiste, et c'est une extension de l'école classique. En fait, les trois pères fondateurs de ce mouvement sont, vous avez Karl Menger, William Stanley Jevons et Léon Walras et sa théorie de l'équilibre général. Cette école néoclassique est là, il a apporté plusieurs postulats par rapport à l'école classique. Parmi ces postulats, c'est que les agents, ils sont rationnels. Leurs préférences peuvent être identifiées et peuvent être quantifiées. Les agents économiques, ils cherchent, parce qu'ils savent et ils ont la possibilité d'identifier leurs préférences, de quantifier leurs préférences, de donner des valeurs à leurs préférences, à leur utilité. Donc, ils sont des gens qui sont capables et aptes à maximiser leur fonction d'utilité. Et les entreprises, de même, ils sont aptes et capables à chercher le maximum, à atteindre le maximum de profit. Donc, les agents agissent indépendamment à partir de l'information dont ils disposent. La libre action, laisser faire, laisser aller, ils ont sauvegardé ce principe et ils ont ajouté le concept de la rationalité et le concept de l'utilité marginale et l'utilité totale et les deux principes de Gaussen, les deux lois de Gaussen, à savoir l'utilité marginale pondérée par les prix et puis la notion du marché qui va assurer l'équilibre sur n'importe quel marché, à savoir soit le marché des biens et services, ou bien le marché du travail, ou les marchés des facteurs de production. Donc, par son comportement rationnel et son calcul, l'utilité marginale, l'individu parvient à l'équilibre. Suivant, on a un cadre d'analyse bien précis. Donc, je ne vais pas un peu détailler l'idée, mais l'essentiel, c'est que un consommateur, il est rationnel. Un consommateur rationnel, c'est un consommateur qui cherche à maximiser sa fonction d'utilité compte tenu de sa fonction budget-salaire. Le marché, il permet un équilibre entre le demandeur et l'offreur parce que le marché, via la loi de l'offre et de la demande, il va assurer cet équilibre entre les différents éléments constituants de ce marché. Donc, et de telle manière à ce qu'il nous donne les meilleures solutions, les solutions optimales pour la satisfaction de tout individu. Passons maintenant à la pensée économique contemporaine. Donc, on a parlé de l'école classique, l'école marxiste et l'école néoclassique. Passons après 1929, là où il y avait la crise et la naissance de la pensée keynésienne. Et la pensée après, la réaction après la pensée keynésienne, la réaction libérale, ou bien néoclassique, ou bien la nouvelle école classique et la nouvelle macroéconomie classique. La pensée keynésienne, pour Keynes, suite à la crise économique qui a intervenu dans plusieurs pays, en fait, c'est une crise mondiale de 1929, la pensée néoclassique était devant l'impasse à apporter des réponses théoriques cohérentes à cette situation. En fait, avec la possibilité, déjà on a parlé que le système capitaliste, si on laisse le marché s'autoréguler, il n'y aurait pas de crise. Et si éventuellement il y a des crises, ce serait des crises conjoncturelles. Mais 1929 a été une période où on a constaté que la crise était une crise structurelle, profonde et de longue durée. Donc, ce qui ramène l'école néoclassique n'arrivait pas à expliquer ce dysfonctionnement entre l'offre et de la demande. Keynes, parmi les éléments forts qu'il a apportés, il a un peu critiqué les apports de l'école classique qui est basée sur l'équilibre naturel dégagé dans une économie de marché par le libre jeu de l'offre et de la demande. Donc, pour lutter contre le sous-emploi constaté durant les années 30, il proposa une intervention active de l'État pour réguler l'activité économique. Donc, vous vous rappelez, je tiens toujours à rappeler que le système capitaliste a donné pour l'État les missions les plus nécessaires, c'est-à-dire le minimum d'action pour l'État. Donc, Keynes, contrairement à la pensée classique et néoclassique, il va proposer plus d'intervention, un rôle plus actif à l'État pour pouvoir réguler l'activité économique. Donc, devant l'incapacité du marché à réguler l'activité économique, Keynes va proposer
mais toujours est-il dans le système capitaliste. Il va toujours rester libéral. Il va toujours prôner le capitalisme. Donc c'est pas une réaction en termes de critique de tous les systèmes, mais c'est une réaction à l'intérieur du système capitaliste. C'est-à-dire pour pouvoir donner la possibilité et revenir à l'équilibre du marché, nous aurons besoin d'une intervention active de l'État. Les principes essentiels de cette pensée, c'est l'approche macroéconomique. Donc on ne parle plus d'unité économique élémentaire, le ménage, les entreprises, mais on parle d'actions agrégées et des opérations agrégées. Et le calcul prévisionnel des entreprises, le comportement des anticipations des entrepreneurs. Et la demande effective pour distinguer dans le cadre et donner l'importance, le concept demande. En fait, l'école classique ou bien l'école néoclassique, c'était la conception de l'offre. C'est-à-dire que chaque offre, il crée sa propre demande. Donc déjà, toute la pensée classique et néoclassique, il agissait, c'est une pensée qui était sous un cadre bien défini, que chaque offre, il crée sa propre demande. Donc, ce qui est nécessaire, c'est la production. Une fois on produit, on va distribuer des salaires, on va créer des pouvoirs d'achat. Ces pouvoirs d'achat vont se transformer en demande. Donc, on n'aurait jamais la notion de déséquilibre. Parce que chaque offre, chaque production va créer de la richesse, va créer des revenus, et les revenus vont se transformer sous forme de demande. Donc, l'offre serait égale à la demande. Keynes va inverser un peu le raisonnement en insistant sur la demande effective. En fait, ce qui est important, c'est la demande. Parce que s'il y a une crise, c'est crise de demande. Il n'y a pas de demande. Et si on voudrait intervenir et redonner l'équilibre au marché, il faut agir non pas par l'offre, mais par la demande en créant plus de demande. Et bien sûr, l'action de l'État, l'intervention active de l'État. La pensée libérale néoclassique, après Keynes et dans les années 60, on aurait une autre situation économique qui va présenter à la fois le chômage et l'inflation. En fait, Keynes nous a apporté un remède pour sortir de la crise de 1929 en proposant l'action active de l'État. Dans les années 60 et 70, nous avons constaté que la conjoncture macroéconomique était caractérisée par deux maux économiques, deux mal, un mal économique qui est le chômage et l'inflation. Donc, on a assisté à une situation où le keynésianisme se trouve devant une petite impasse, et une grande impasse en fait. Il y a comment remédier à une situation caractérisée par le chômage et l'inflation. Et c'est l'occasion où la nouvelle économie classique et la nouvelle macroéconomie classique va se développer et va nous proposer d'autres éléments théoriques et un autre cadre d'analyse pour pouvoir toujours gérer la science économique. C'est en fait les fondements microéconomiques de la macroéconomie. En restant macroéconomique, on va essayer de voir le côté microéconomique dans le comportement de la macroéconomie. Donc, si l'école néoclassique était d'essence microéconomique, c'est une économie orientée unité, le keynésianisme était une analyse macroéconomique, la nouvelle école classique, c'est l'économie, c'est un peu une gymnastique entre les deux. C'est les microéconomies ou bien les fondements microéconomiques de la macroéconomie. Ces hypothèses les plus importantes, c'est la rationalité des agents. On revient toujours au concept de la rationalité, on est toujours dans le même cadre de l'analyse néoclassique. Et les anticipations rationnelles avec Robert Lucas et la capacité d'anticiper rationnellement les décisions de l'État. Et à chaque instant, l'économie, il possède un équilibre qui est unique avec plein d'emplois et plein d'utilisation des capacités de production. Et cet équilibre, il est atteint par un mécanisme d'ajustement des prix et des salaires. Donc, pour
la nouvelle macroéconomie classique est une école qui repose sur la rationalité des agents. Ce sont des agents maximisateurs, ils cherchent à maximiser leur satisfaction toujours, qu'ils soient l'utilité ou bien le profit. Ce sont des agents dont les anticipations sont rationnelles. Ils arrivent à anticiper toutes les actions, ils disposent de toute l'information et ils peuvent, en fonction de cela, réaliser les meilleures décisions, ce qui donne une situation de plein emploi sur le plan macroéconomique avec une pleine utilisation des capacités de production, ce qui assure un équilibre général avec la possibilité, bien sûr, le mécanisme d'ajustement nécessaire à cela, c'est l'ajustement, c'est la variabilité, c'est la capacité des prix et des salaires à maintenir l'équilibre à la fois sur le marché du travail ou bien sur le marché des salaires. Et je vous dis merci pour cette séance et on se voit pour la séance prochaine, Inch'Allah.